l'historien et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, Hamzat Boukari Yabara. Il est titulaire d'un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique à l'école de haute études en sciences sociales. Hamzat Boukari est également un grand panafricaniste qui milite pour la souveraineté de l'Afrique. Aujourd'hui, il va tenter de nous apporter son éclairage au regard de la crise sanitaire qui traverse un certain nombre de pays africains, mais aussi, surtout et particulièrement, la question de l'endettement qui, effectivement, mine les pays d'Afrique en général. Hamza va tenter de nous analyser, effectivement, les dernières déclarations de Macron, du président français, mais également les réactions suscitées à la suite de ces déclarations. Hamza, bonsoir. Bonsoir Makaila, bonsoir aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, Hamzat. Ça fait très longtemps. Comment vous passez effectivement ces temps de confinement en France? Bon, le confinement se passe normalement. Il n'empêche pas que les activités continuent. Oui. Donc, nous continuons à militer, à suivre les activités sur le terrain, sur le continent, oui. Et à avancer également tout le travail théorique. Oui. Donc, ce n'est pas un confinement de repos, c'est un confinement de combat et de maintien des activités, oui. Tout en prenant des nouvelles de tous nos proches. Oui. Malheureusement, nous sommes un certain nombre à être affectés ici ou là par des disparitions. Oui. Donc, il importe que nous soyons très sérieux quant au traitement de cette affaire de pandémie et aux conséquences qu'elle entraînera pour le continent africain par la suite. Alors, merci beaucoup, Hamzat. Hamzat, ma première question, effectivement, est liée effectivement à la question liée à la crise sanitaire. Certainement, vous suivez avec une attention particulière cette crise sanitaire qui ravage un certain nombre de pays, dont l'Afrique n'est pas épargnée non plus. Et Hamzat, comment analysez-vous effectivement cette crise du point de vue de quelqu'un qui vit en France, mais qui est aussi africain? Et comment vous voyez effectivement la capacité de résistance de nos pays? Bon, je crois que les pays africains ont été touchés de manière différente que le reste du monde. C'est ça. C'est lié, je pense, à plusieurs éléments. D'une part, on a peut-être une moindre pénétration des systèmes mondialisés, Oui. Tout ce qui est lié notamment au tourisme. On voit bien que des choses circulent à travers les moyens de communication, les réseaux de communication, depuis la Chine, puis aussi aujourd'hui, donc depuis l'Occident et les États-Unis, qui sont des pays phares dans la propagation de cette pandémie. Deuxièmement, il est important de rappeler que sur le continent africain, nous avons déjà connu d'autres types de pandémies ou de virus qui ont été combattus avec les moyens du bord. Si on peut citer le cas d'Ebola, qui revient régulièrement, qui est régulièrement combattu par les autorités africaines et qui ne suscitait jamais l'intérêt ou l'adhésion de la communauté dite internationale. Donc, on peut constater que pour une fois qu'une pandémie démarre dans les pays du Nord et qu'elle touche très peu le continent africain, il y avait une attente assez, sarcastique et assez cynique de la part des Occidentaux de voir ce virus arriver en Afrique avec l'idée qu'il déclencherait l'apocalypse sur le continent africain. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Espérons que ce ne sera pas le cas. Mais cela aussi interroge sur la nature même de ce virus, sur les facteurs qui participent de sa propagation et également sur le fait que les sociétés africaines sont constituées d'une manière différente des sociétés industrialisées et des vieilles sociétés du Nord, du point de vue de notre démographie, du point de vue de notre mode de vie, qui n'est pas lié à des techniques de confinement et de surveillance de la population. Et enfin, du point de vue également des questions sanitaires, puisque nos États sont largement défaillants sur les questions sanitaires, mais nos populations tentent régulièrement de se soigner par des formes de médecine traditionnelle, dont on sait qu'elles peuvent être un des éléments de réponse à ce virus. L'autre élément étant le renforcement de l'immunité, donc à travers une alimentation saine, ce qui n'est pas forcément le cas des populations occidentales, mais qui doit être, je pense, la préoccupation des autorités africaines pour que notre continent, qui est en train de devenir une puissance démographique, soit en capacité de s'autoréguler, de réguler ce genre de pandémie sans subir trop de conséquences.
Ensuite, on a quelques pays un peu plus particulièrement concernés, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme l'Égypte, Le Sénégal. qui sont, je crois, les 3 pays les plus touchés, qui ont mis en place des réponses diverses et variées. Un pays comme le Bénin a choisi des cordons sanitaires plutôt que du confinement à l'occidental. Le Sénégal s'appuie sur les travaux des scientifiques, notamment au niveau du fameux Institut Pasteur, pour revendiquer une capacité de rémission largement supérieure à celle qu'on peut retrouver dans les pays occidentaux. Donc, on constate qu'il y a diverses réponses apportées depuis le continent africain, mais que ces réponses ne sont ni coordonnées ni systémisées. Et donc, cela doit nous interpeller sur le fait que derrière cette crise, il y a des enjeux géopolitiques. On peut citer dans ces enjeux géopolitiques la question des brevets. On a un certain nombre de savants africains qui ont proposé ou annoncé des médicaments ou des modalités de traitement de ce Covid-19, mais qui ne sont pas nécessairement validés parce qu'elles vont à l'encontre des intérêts pharmaceutiques. Et puis, il y a aussi des intérêts tout simplement liés au fait que l'Afrique sera nécessaire si demain l'Europe veut se relever. Et donc, par conséquent, tout le monde guette la manière dont l'Afrique va sortir de cette pandémie. Merci Hamzat pour votre analyse assez pointue, effectivement, la lecture que vous faites au regard de cette pandémie qui, je dirais, comme vous l'avez su le décrire, qui a ravagé les pays, un certain nombre de pays européens, mais que l'Afrique résiste. Hamzat, au regard de vos explications, on a l'impression que vous avez évoqué la question des films, des films, des multinationales et des films pharmaceutiques qui refusaient à accorder un certain nombre de crédits ou bien une reconnaissance à certaines recherches, notamment même en France, hein, quand on voit le procès de Didier Raoult qui s'est heurté effectivement à la résistance du Conseil scientifique français. Est-ce que, en ce qui concerne l'Afrique, qui est tout à fait dépendante de la communauté internationale, est-ce qu'on ne pourra pas être quand même, je dirais, toujours mené dans une logique qui pourrait peut-être intéresser la communauté internationale? Alors, je crois qu'il y a eu une polémique récente par rapport aux propos d'un chef de service hospitalier français concernant le fait que c'est en Afrique qu'on fait des tests et que nous sommes un laboratoire de différents types de vaccins. C'est ça. Je crois qu'effectivement, historiquement, l'Afrique est un laboratoire, la médecine coloniale, la médecine tropicale est un laboratoire de la virologie. Oui. Cela s'inscrit dans un contexte historique bien précis du fait que nous avons une pharmacopée traditionnelle africaine dont un certain nombre d'éléments, de molécules sont extraits pour produire les médicaments ou vaccins dits modernes. Nous avons également tout un ensemble de faune et de flore qui sont très étudiés par les biologistes, les pharmacochimistes et les physiciens occidentaux. Donc tout se passe quelque part sur notre sol, mais nous ne disposons pas des laboratoires de type P4 ou autres, dont on entend parler depuis un certain temps, qui nous permettraient d'avoir une autosuffisance sanitaire et de nous prémunir d'un certain nombre de problématiques. Le Covid-19 n'est pas la première pandémie qui touche le continent africain. Il y en a eu d'autres. On a les maladies endémiques et systémiques que l'on connaît, paludisme, malaria, etc. Le problème est que nous sommes pris en charge soit par des institutions internationales, donc l'OMS notamment, soit dans le cadre, on va dire, de politiques décidées par les pays du Nord. Donc, il est important aujourd'hui que se mette en place, au-delà des initiatives des différents chefs d'État ou même de l'Union africaine, une véritable politique panafricaine sur les questions sanitaires, sur les questions médicales, pour que l'on tienne compte également des spécificités du continent africain, que l'on tienne compte peut-être également des spécificités génétiques et physiques des populations africaines, dont on voit ou dont on a l'impression qu'elles ne réagissent peut-être pas de la même manière que les Occidentaux réagissent à certains types de produits. Quand on voit tout le procès qui est fait, par exemple, à la chloroquine, dont des millions et des millions d'Africains s'abreuvent de gré ou de force chaque jour, on peut se poser des questions sur ce qu'il est derrière l'industrie de ce médicament. Donc, il est important que les différents niveaux soient, que cette pandémie, que cette crise soit l'occasion pour les Africains
de reprendre le contrôle de leur politique sanitaire et de leur politique scientifique et médicale. Merci Hamzat. Hamzat, la question liée au confinement qui est d'actualité en Europe, il semble qu'un pays comme le Bénin, dont le président n'a pas voulu confiner effectivement ses citoyens. Est-ce que vous partagez cet avis du président Talon? Oui et non. Disons que le principe d'un cordon sanitaire qui limite le déplacement à des zones bien établies est à la fois intéressant et logique. Il permet, je dirais, de maintenir une vie sociale, un minimum de vie économique et de solidarité. Ensuite, il faut bien comprendre que dans le contexte des pays africains, pour tous ceux qui sont touchés, la plupart des cas sont localisés dans les villes. C'est ça. Donc, il est aussi important, je pense, d'isoler les villes de l'arrière-pays, des campagnes, et de faire en sorte qu'on puisse mieux quadriller les lieux où cette pandémie ou ce virus peut circuler. En revanche, il me semble important, en tout cas, il aurait été peut-être intéressant, non pas d'opérer une forme de confinement, mais en tout cas de développer peut-être davantage de possibilités pour les populations de rester chez elles et de mettre en place une véritable politique de solidarité de l'État. Je ne dirais pas un État-providence, mais en tout cas une véritable politique de solidarité qui tiendrait davantage compte des conséquences économiques de cette crise, notamment pour toutes les personnes qui sont obligées, au péril de leur vie, eh bien, d'aller travailler à l'extérieur, donc les vendeuses de beignets, les vendeurs ambulants, les petits mécaniciens, etc. Donc il y avait peut-être une possibilité, je dirais, d'utiliser cette situation très négative et très problématique pour repenser la question de la solidarité et de la politique sociale de l'État, plutôt que de rester sur une logique de circulation réduite qui n'exclut pas néanmoins la propagation éventuelle du virus. Voilà. Après, un autre élément qu'il faut souligner dans le cas du Bénin, les autorités traditionnelles sont intervenues. Oui, Le Bénin est la terre du vaudou c'est ça. et les autorités ont estimé qu'il était aussi important de tenir compte des éléments mystiques et surnaturels qui tiennent compte du fait que nous suivons un mode de vie qui n'est absolument pas conforme, je dirais, à nos valeurs et à notre ancestralité. Et qu'il y a là aussi des éléments symboliques à faire en termes de guérison. La guérison de cette pandémie doit aussi comporter tout un volet symbolique qui me semble extrêmement important. Alors, Hamza, c'est dans ces contextes de crise sanitaire, hein, de crise effectivement de la pandémie, là, de coronavirus, que le président français, dont le pays est confronté vraiment à cette problématique, avait émis lundi dernier l'idée il a proposé un moratoire. Euh, moratoire pour juguler la question des dettes des pays en développement et dont l'Afrique est certainement concernée. Et Hamza, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que vous pourriez revenir sur la question même, sur le sens même du mot moratoire? Bon, le moratoire signifie tout simplement qu'on stoppe pendant une période déterminée tous les engagements qui étaient contractualisés et que pendant en gros cette période indiquée, donc je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, toutes les activités dont les États africains étaient redevables au titre du service de la dette, donc le paiement, le remboursement de la dette, serait stoppé, de temps de permettre aux économies africaines de récupérer le choc qu'elles seraient amenées à subir du fait des conséquences donc, du Covid-19. Donc, le moratoire, c'est tout simplement un arrêt momentané, donc ce n'est pas du tout une annulation, ce n'est pas non plus une suspension, c'est tout simplement une période d'arrêt où on laisse un répit, le temps d'évaluer les conséquences des conséquences économiques de la crise sanitaire. Tout à fait. Mais Hamza, mais à long terme, M. Macron évoquait également la possibilité de faire une annulation de ces dettes, mais il va éventuellement plaider auprès de grandes puissances, hein, le G20. Est-ce que vous êtes de cet avis, Hamza? Écoutez, je dirais que la déclaration du président Macron, c'est une déclaration de communication. Dans les faits, ce sont déjà les Africains, si on reste dans les temps courts, qui ont demandé en premier
l'annulation de la dette. C'était les ministres des Finances africains qui avaient été réunis par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui s'étaient réunis et qui ensuite, par la voix notamment, je crois, du président sénégalais, avait demandé cette annulation de la dette donc, aux partenaires, enfin partenaires entre guillemets du G20. Emmanuel Macron, vu que le président français se pose toujours comme le porte-parole ou le président des présidents africains, Tout à fait, a ensuite malheureusement. répercuté cette demande auprès du G20 et auprès des institutions de Bretton Woods qui avaient déjà été saisies. Donc, le Fonds monétaire international avait déjà évoqué la possibilité d'une suspension de la dette. C'est ça. Et le président Macron a, lui, parlé donc d'une annulation de la dette, tout en sachant que, bien évidemment, il n'y a aucune dette à annuler, puisque de toute manière, cette dette en soi n'existe pas. Et dès le lendemain de cette déclaration du président Macron, je crois que ça a été nuancé déjà par Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui a fait référence donc, au Club de Paris et plutôt à des questions d'allègement, de renégociation et donc, in fine, de moratoire sur la dette. Donc, la formule annulation de la dette, c'est une opération de communication qui est régulièrement ressortie par les dirigeants, notamment français, pour donner l'impression qu'ils sont dans un élan de solidarité, pour couper l'herbe sous le pied aux militants panafricains qui réclament non pas une annulation au moratoire de la dette, mais notamment des réparations, c'est-à-dire un audit de la dette telle qu'elle a été contractée depuis ses origines, et un audit contradictoire qui permettrait de savoir qui doit quoi à qui, et dans quelles circonstances le débiteur et le créancier doivent s'entendre pour que les sommes dues soient remboursées à ceux qui en ont été lésés. Donc, je pense que cette déclaration est une déclaration de communication et rien d'autre. Donc, à vous entendre parler, Hamzat, on a l'impression que l'Afrique, selon vous, ne reste-t-elle pas encore infantilisée je dirais, par les Occidentaux de manière large, mais plus précisément par la France et par les dirigeants africains au regard de leur prise de position, au regard des motivations qui les animent? Y a-t-il pas effectivement une arrière-pensée de toujours tenir l'Afrique dépendante des Paris? Alors, techniquement parlant, la France, si elle veut survivre, si elle veut continuer à exister au XXIe siècle, elle a besoin de l'Afrique. L'Afrique, elle n'a pas besoin de la France. Donc, il y a la nécessité pour chaque président français de manier la carotte et le bâton vis-à-vis des Africains, vis-à-vis des dirigeants africains par différents moyens. Et la dette est l'un des mécanismes politiques qui permet au président français de maintenir les États africains sous leur coupe. Elle fait partie d'un ensemble d'outils, donc avec le franc CFA, avec les accords économiques, avec les accords militaires, avec un certain nombre de structures à la fois donc, multilatérales et bilatérales et commerciales, pour faire en sorte que les Africains ne puissent être tenus pour responsables de leur propre économie. Donc évidemment, quand le président français déclare à la face du monde entier qu'il va annuler la dette de l'Afrique, il laisse entendre que les Africains sont de mauvais gestionnaires, il laisse entendre que les Africains sont incapables de rembourser, il laisse entendre que c'est l'Europe ou le monde qui donne continuellement de l'argent aux Africains et que les Africains ne savent pas gérer cet argent et en font n'importe quoi. Et il se donne l'image d'un Père Noël qui vient offrir un cadeau aux populations africaines. Or, dans les faits, nous devons quand même savoir que le principe de la dette est un principe qui en soi est inique et doit être dénoncé et combattu. Et dans le cas de la France, il y a aussi des structures en France comme la CADTM qui militent depuis un certain temps sur la question de la dette et qui ne sont pas pour autant entendus par les services français lorsque la France parle d'annuler la dette. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans un jeu de dupes qui est régulièrement ressorti et qui malheureusement séduit un certain nombre de dirigeants africains, voire d'économistes africains qui mordent à l'hameçon
et qui vont ensuite soutenir ce discours d'une générosité de la France qui n'a pas lieu d'être en réalité. Et donc, du coup, en fait, à vous entendre, c'est le point de vue d'un chercheur, d'un militant, je dirais. Mais il y a des voix autorisées, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, l'actuel président sénégalais Macky Sall, lors d'une interview dans une chaîne française, avait aussi plaidé pour l'annulation totale de la dette. À l'époque, si je fais parler Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, à l'époque, il avait réclamé effectivement que justice soit faite sur l'esclavage des Noirs. Est-ce qu'on est dans une situation où la question de l'esclavage, la question des dettes, c'est des problématiques majeures pour le continent africain? Pensez-vous que la société civile à laquelle vous appartenez, hein, à partir d'ici et de là-bas, qui milite, est-ce que sa voix reste quand même audible? Oui, la voix de la société civile reste audible. Je pense que là, la stratégie du président français, c'est aussi d'intervenir dans une période où nous sommes tous un peu bloqués physiquement, voire même silenciés médiatiquement, où on ne peut pas faire de manifestations ou de marches physiques pour dénoncer les choses de manière publique. Donc, c'est une manière de prendre un avantage stratégique dans la communication, mais le principe de la dette, le mécanisme de la dette est dénoncé depuis les indépendances dans le cas des États tels qu'on les connaît aujourd'hui, puisque la dette fait partie des conditions qui ont précédé les fameuses indépendances dont nous sommes censés célébrer le soixantenaire cette année 2020. L'Afrique a été constamment vue par la France comme le continent des plans de développement, le continent où l'Agence française de développement et d'autres institutions type COFAS ou Carrefour du développement jouent sur le principe de l'aide et de la générosité. Et ce mécanisme de la dette qui a été installé dès 1960 fait que aujourd'hui, 60 ans plus tard, cette dette est naturellement effacée puisqu'elle a été payée et repayée une dizaine, une vingtaine de fois. Donc, lorsqu'on parle d'annuler la dette, il s'agit en fait d'annuler une dette qui n'existe pas, puisque lorsque la dette est payée, elle est effacée. Le problème, c'est qu'il y a des intérêts de la dette qui courent et que ces intérêts de la dette font que l'Afrique aujourd'hui finance l'économie française, finance l'économie mondiale par le fait que, au nom des intérêts de la dette, on a bradé nos ressources naturelles aux multinationales, notamment françaises, qui, du fait de l'incapacité des États à gérer, je dirais, de manière propre l'argent qu'on leur impose d'une certaine manière, sont amenés à céder leur sous-sol et leurs minerais stratégiques. Ensuite, on a un autre élément, je pense, qui est important à avoir à l'esprit quand on parle de la France et des États africains ou de l'Afrique. C'est aussi quand même la question de la Chine, puisqu'on sait que nous sommes aussi soumis à d'autres puissances financières bien plus importantes que la France. C'est le cas de la Chine. Et la Chine détient aussi une grande part de la dette des États africains. Sauf que dans le cas de la Chine, c'est une dette qui va être liée à des choses relativement concrètes, c'est-à-dire qu'il y a des infrastructures qui sont créées. Effectivement, la Chine pille le sous-sol africain, mais au titre de la dette, il laisse un minimum d'infrastructures. Or, dans le cas de la dette et de la politique française de la dette, il s'agit tout simplement de préempter les ressources de nos États pour le compte des multinationales et en échange de ne laisser aux chefs d'États africains que la possibilité d'acheter quoi? Acheter des armes, construire des bâtiments qui ne servent absolument pas aux intérêts de la population, etc., etc. Donc, il faut aussi se poser la question de la dette illégitime, tout simplement. Donc, un certain nombre de personnalités dans la pose déjà. On peut citer le cas d'Aminata Traoré, par exemple, qui fait l'un de ses chevals de bataille depuis un certain temps. Et aussi dans des pays anglophones, des personnes comme Yash Tandon, ou à une certaine époque, de regretter Samir Ali, qui ont largement démontré en quoi ce mécanisme de la dette est fondamentalement néocolonial. Merci, merci Hamzat. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes en même temps titulaire d'un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique de l'Ouest, obtenu à l'école des hautes études
en sciences sociales. Hamzat Boukari est également panafricaniste et milite pour la souveraineté de l'Afrique. Mesdames et messieurs, vous êtes sur makaila.fr. J'ai aujourd'hui le privilège et l'honneur de recevoir Hamzat qui tente de nous analyser effectivement les contextes liés effectivement à la crise sanitaire, les contextes liés à l'annulation des dettes des pays en développement. Hamzat, une autre question qui taraude notre esprit, c'est par rapport aux récentes déclarations de Macky Sall. Pensez-vous que les chefs d'État africains qui militent pour l'annulation de la dette et qu'une fois que ces dettes sont annulées, elles pourront profiter de ces dettes pour pouvoir peut-être réprimer parce que l'annulation des dettes, ces dettes s'est fait sans conditionnalité. Est-ce que ça ne va pas nous renvoyer à la conférence de la Bonne de 1990 où la France avait exigé à ce que les pays africains soient démocratisés, etc. Est-ce que franchement, au regard des démarches que mènent les chefs d'État africains, est-ce que l'annulation ne pourra pas profiter à des régimes autocratiques? C'est une forte probabilité. C'est une forte probabilité. On sait que la dette, c'est-à-dire le soutien économique et le soutien militaire, sont les deux jambes d'un certain nombre de régimes, notamment d'Afrique centrale. On sait également que la situation économique, si on prend le cas des pays CFA au niveau des États d'Afrique centrale, est différente de ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui ont généralement, eux, pour dirigeants des gestionnaires, des banquiers, des économistes, tous acquis au néolibéralisme et qui maintiennent des comptes comme des bons élèves, alors que dans les États d'Afrique centrale, la gestion est différente. Ce qu'il faut aussi retenir dans cette analyse, je pense que les choses s'emboîtent de manière assez cynique et intéressante, c'est la fameuse aussi note stratégique qui a fuité sur les faits pangolins d'un camarade qui soulignait le fait que le Covid avait amené sans doute à la disparition d'un certain nombre de régimes, en pointant notamment les régimes âgés, notamment d'Afrique centrale. Donc il faut s'interroger sur tout le réajustement économique, politique et social qui est en train d'être préparé. Et cette note indique bien qu'il faut s'appuyer sur de nouveaux acteurs, notamment dans le secteur privé, les entrepreneurs, la diaspora, ceux qui sont acquis au principe des affaires, au marché d'affaires, et qui ont, je dirais, l'habitude de fonctionner ou de se financer par le biais notamment de la dette et de l'endettement. Maintenant, il y a des dettes qui peuvent être, entre guillemets, positives, c'est-à-dire qui peuvent servir à financer l'économie, mais il y en a d'autres qui sont effectivement des prêts gagés, c'est-à-dire qui vont hypothéquer l'avenir de toute une nation. Et dans ce contexte-là, il devrait revenir, si on était dans de vrais états de droit, aux parlements nationaux, aux parlements africains, de convoquer des séances extraordinaires pour qu'il y ait une véritable campagne d'information des populations sur la question de la dette, puisqu'il n'est pas normal aujourd'hui que chaque Africain qui naisse, à l'heure actuelle, naisse avec déjà autour du cou une dette. Je pense que c'est un combat qui doit être mené sur le plan politique. C'est un combat qui doit être mené également à l'échelle internationale, puisque la dette est inscrite dans un mécanisme international et qui doit aussi renvoyer aux relations que nous entretenons avec le Fonds monétaire international et avec la Banque mondiale, qui ont également toute une politique de financement des plans de développement depuis nos indépendances et même avant nos indépendances, qui ne fait que nous empêcher de décoller d'un point de vue économique et social. Donc, je ne pense pas que des présidents comme Macky Sall soient de nature à opérer de véritables révolutions économiques et monétaires. Macky Sall n'est certainement pas Thomas Sankara qui a fait, lui, une véritable sortie, un refus de payer la dette. Thomas Sankara a appelé à créer le club d'Addis Abeba pour sortir du club de Paris et du club de Londres. Et donc, je pense que la manière dont Bruno Le Maire a fait appel ou a fait mention du club de Paris, qui est un club informel, qui est un club qui n'a aucune légitimité démocratique, doit être soulevée de la même manière qu'on a imposé aux États africains le fait de passer à la dite démocratie et multipartisme en échange de prêts conditionnés qui n'étaient en fait que des dettes déguisées. Donc il faut interroger, je dirais,
le caractère démocratique, ou hum, plutôt le caractère non démocratique de hum, toutes ces institutions internationales, de tous ces clubs financiers hum. qui sont en réalité les véritables gouvernants de nos États Hum. et qu'on vient de démanteler par des stratégies panafricaines, des stratégies de solidarité. Donc le président Macron s'est également incrusté dans la réunion convoquée par Cyril Ramaphosa et neuf Tout à autres fait, chefs d'État tout africains à fait, tout à fait. qui veulent mettre en place à l'échelle de l'Union africaine une task force composée donc de 4 argentiers africains, donc sud-africains, euh, Tidiane Cham, sénégalo-ivoiriens avec Tidjane Thiam et l'ancien ministre des Finances du Nigeria, mhm, qui sont des personnalités toutes probablement très compétentes dans leur domaine, ouais, mais qui semblent repartis sur une logique de continuer mhm. à fonctionner sur les mêmes modalités qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. Tout à Donc, je fait. ne vois pas forcément de révolution en vue. Hum. Néanmoins, une chute ou un effondrement du système économique européen Mhm. entraînerait de manière mécanique une révolution économique en Afrique. Alors, Hamza, vous évoquiez tout à l'heure la note du Quai d'Orsay, hein, qui a été, je dirais, reprise par Mediapart et puis d'autres sites. Jeune Afrique en a commenté largement. Hamza, nous ne comprenons pas à un moment où, dans un contexte aussi particulier, que cette cellule du Quai d'Orsay qui est arrivée à faire sortir une telle note, ça nous a certainement inquiétés. Et comment analysez-vous effectivement un moment de crise sanitaire? Est-ce que la France voulait se démarquer de ces potentats africains ou bien elle ne nous rappelle pas en 2014 où le président Hollande proposait à Blaise Compaoré d'être à la francophonie et puis après on a vu fuiter une correspondance à Jeune Afrique. Est-ce que la France, à un moment donné, acculée par la société civile, par les militants panafricains, est-ce qu'elle pourrait peut-être, dans l'intention de peut-être dire, mais écoutez, vous n'avez rien fait dans vos pays africains, voilà la crise sanitaire, vous ne pouvez pas donc laisser la place aux autres? Bon, je pense que enfin, la France critique des régimes qu'elle soutient. Elle sait aussi fabriquer ses propres opposants, qu'ils soient panafricains ou pas. Elle sait fabriquer des oppositions africaines fantoches. Oui. Euh, donc je dirais qu'elle donne d'une main ce qu'elle reprend de l'autre et elle construit en fait son propre jeu fermé, puisque ce qui l'importe à elle, c'est d'empêcher au maximum la Chine ou d'autres acteurs d'intégrer son précaré et de voir Mm. dans quelle mesure elle pourrait élargir son propre champ, Oui. notamment aux pays dits anglophones Mm. ou même lusophones. C'est ça. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, la France a bien compris que les Africains sur le continent écoutent de plus en plus la diaspora africaine. Et donc, lorsque la note précise qu'on va s'appuyer sur cette diaspora, Mm. on s'inscrit dans une continuité en cours depuis 2-3 ans, depuis l'arrivée de Macron notamment, qui Mm. consiste à faire d'une certaine diaspora africaine ici Mm. un relais du discours et de la politique africaine de la France. Donc, un autre type de soft power. Mm. Troisièmement, il y a toute une logique entrepreneuriale qui est liée au fait que la diplomatie française s'est réorientée sur la diplomatie économique Mhm. depuis le début des années 2010, avec notamment à l'époque les voyages de François Fillon au Nigeria et en Afrique du Sud, Ouais. et qu'il s'agit donc de s'appuyer sur les acteurs économiques, les forces vives, les argentiers, qui peuvent être d'une certaine mesure en mesure de pallier Mm. aux insuffisances de fonds Mm. des États africains. Donc il y a une forme de privatisation de cette politique france-africaine qui est de plus en plus en cours, Mm. et également une intégration de plus en plus grande d'une partie de la diaspora qui est sur le volet Mm. pour servir de relais à cette politique-là. Après, vis-à-vis des chefs d'État qui sont présents, oui, il y a une forme de cynisme qui est lié au fait que la France donne effectivement l'impression d'avoir droit de vie et de mort sur eux, à travers un nouvel outil qui est l'arme bactériologique, Mhm. parce que jusqu'à présent, c'était plutôt l'outil purement militaire classique. C'est ça. Mais là, on voit bien qu'il y a d'autres éléments à souligner.
Enfin, il y a la question aussi des Français installés sur le continent africain, des intérêts français en Afrique, Mhm. qui est sans doute aussi au cœur des réflexions et des réorientations de la politique française en Afrique. La question de la présence des forces militaires sur le continent africain et également de l'humanitaire français, dont on a bien compris qu'il est aussi l'un des vecteurs de propagation de cette pandémie. On a des soldats de Barkhane qui sont porteurs du Covid-19 et on a toute une problématique de l'humanitaire qui, dans les zones dites en conflit, réclament auprès des États africains que les agents humanitaires occidentaux puissent bénéficier des mêmes facilités que les acteurs médicaux locaux, de telle sorte à ce qu'on prenne l'humanitaire comme étant, comme faisant partie du personnel indispensable du fonctionnement de nos États. Et donc là, on est aussi dans une recolonisation assez violente du point de vue des politiques humanitaires et sanitaires. Alors, Hamzat, vous évoquez tout à l'heure la question de la diaspora et vous avez évoqué également que le président Macron avait composé ce qu'on appelle le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et ce Conseil présidentiel, on n'a pas l'impression de vous apparaître, vous-même, vous n'appartenez, on n'a pas vu votre nom le jour du lancement, on n'a pas vu d'autres acteurs quand même majeurs de la diaspora africaine. Est-ce que vous trouvez objectif ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, comme vous venez de le découvrir? Bon, non, le Conseil présidentiel pour l'Afrique est une sorte d'opération de communication de quotidien. Ce sont des gens qui sont fiers de travailler bénévolement pour le président Macron, d'avoir accès à lui de manière libre. Bon, c'est un paravent de la cellule africaine de l'Élysée qui continue d'une manière ou d'une autre à fonctionner. Et je pense que ce conseil-là est surtout orienté vers la société civile, vers les entrepreneurs, et vise tout simplement à être en capacité de donner aux Africains un visage familier, c'est-à-dire un visage noir ou un visage africain quand il s'agit de traiter directement avec eux. Donc je pense que l'on est sur des formes de manipulation qui n'ont pas lieu d'être et que ce conseil n'a que très peu de pouvoir en réalité. Ce sont plutôt les différents lobbies, notamment de MEDEF Afrique et le conseil également des investisseurs français en Afrique noire, qui continuent, je pense, à chapeauter la manière dont la diaspora doit être utilisée d'un point de vue économique pour les intérêts français en Afrique. Merci à Hamzat Boukari. Je rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle Africa United, un ouvrage qui a fait vraiment beaucoup parler en 2016, je pense bien. Et vous avez été un peu partout dans des universités, dans des débats pour plaider effectivement la question liée à l'Afrique. Donc, Hamzat, vous êtes militant souverainiste. La question des locaux, ces derniers temps, il y a quelques mois, on en a parlé. Est-ce que cette conversion, le fait de faire disparaître le franc CFA et le remplacer par les causes, ça n'a pas satisfait un certain nombre d'acteurs de la société civile africaine. Est-ce que vous êtes de cet avis? Quelle est la démarche effectivement de la France vis-à-vis de cette monnaie? Alors oui, à mon niveau, au niveau de la Ligue panafricaine Moudja, nous estimons que l'ECO ne répond absolument pas aux problématiques économiques et monétaires africaines. Il ne répond pas non plus au cadre, au cadre structurel qui avait été mis en place concernant cette monnaie par la CEDEAO dès les années 80, autour notamment du Nigeria et du Ghana. Donc le principe d'avoir deux zones qui devaient se développer, donc la zone anglophone et qui devait converger, et la zone francophone qui est déjà une zone de convergence puisqu'elle est liée à Paris, et que l'ECO devait être la monnaie permettant de faire disparaître la zone francophone dans la zone dite anglophone qui en soi est indépendante. Donc on a de la part de la France une stratégie de communication et de diversion qui vise à faire disparaître un symbole, le franc CFA, et le remplacer par un autre qui maintient les formes de dépendance et qui ne répond absolument pas en fait aux enjeux de souveraineté économique et monétaire tels qu'ils ont été posés depuis plus de 60 ans par les militants panafricains.
Et du coup, en fait, pour légitimer effectivement une telle transition, je dirais monétaire et financière, on s'est appuyé sur un dirigeant comme Alassane Ouattara et on a l'impression que toute l'Afrique de l'Ouest s'est détachée de l'Afrique centrale qui a aussi la même monnaie que les francs CFA. Est-ce que ce n'est pas une façon de continuer effectivement à scinder l'Afrique? Oui, c'est d'autant plus problématique que l'une des hypothèses de sortie du CFA partait de l'idée qu'il fallait d'abord, entre guillemets, fusionner les deux zones CFA et sortir tous ensemble d'une seule même zone avec Mmh, notre propre monnaie. mmh, En faisant disparaître virtuellement le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, mmh, on coupe l'herbe sous le pied à l'une des solutions qui peut être la plus intéressante, mmh. puisqu'elle amenait aussi à lier l'économie du Cameroun avec, par exemple, l'économie de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Tout à fait. Donc, on sortait, je dirais, de ce découpage qui reste encore une fois néocolonial. Maintenant, on sait effectivement que les réserves monétaires dans les deux zones étaient inégales, Mmh, que la gestion est différente, que les ressources également qui permettent la prédation derrière cette monnaie sont différentes, c'est-à-dire que mmh, les ressources en Afrique centrale sont bien plus importantes qu'en Afrique de l'Ouest, et que d'une certaine manière, le magot, il est en Afrique centrale. tout à fait. Les grosses ressources, les gros enjeux, là où la Chine également concurrence les intérêts français, c'est au niveau de l'Afrique centrale. Et quand on voit un pays comme le Congo-Brazzaville, qui est dans les griffes du FMI, qui met en place des possibilités de partenariat économique et monétaire avec le yuan chinois, Mmh, eh bien, on peut comprendre que la bataille en Afrique centrale est peut-être la bataille la plus stratégique de la sortie du franc CFA, et en sacrifiant, entre guillemets, l'Afrique de l'Ouest et en annonçant une fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest, mmh. on ne fait en fait que préserver l'enclos stratégique qui est celui de l'Afrique centrale. Mais dans les deux cas, de toute manière, ce qui est perdu par la France d'un point de vue monétaire est récupéré d'un point de vue commercial, puisque nous restons dans des économies dépendantes des produits de l'exportation de matières premières brutes et de l'importation de ces mêmes matières transformées par les États du Nord. Donc c'est tout le système économique qu'il faudrait transformer. Et pour cela, il faudrait s'appuyer sur des États qui ont des processus d'industrialisation avancés, d'où la nécessité de poser la question de l'union économique et monétaire, de notre souveraineté monétaire, autour d'un pays comme le Nigeria, qui doit, selon moi, encaisser et toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique centrale, donc à travers son économie et donc à travers notamment le Naira. Justement, vous parlez du Nigeria, et le Nigeria fait partie, et ce pays-là qui a contesté lorsqu'on a mis en place, on a annoncé l'émergence des, je dirais, des échos. On a entendu que le Nigeria a réagi, on n'a pas entendu les pays francophones. Est-ce que vous pensez que c'est toujours la même mise de Paris vis-à-vis de ces pays, que ce soit Dakar, Abidjan, même Cotonou, Lomé, Niamey aussi, hein. On n'a pas entendu effectivement des décideurs politiques réagir par rapport à, ou bien soutenir le Nigeria, je dirais. C'est vrai qu'il y a eu quelques réactions de dirigeants dits francophones, mais des réactions toujours un peu éparpillées. C'est ça. Président Issoufou a annoncé qu'il n'était pas du même avis que Ouattara, notamment sur le taux de change fixe ou flottant de la nouvelle monnaie. Mhm. Le président Talon a annoncé qu'il allait retirer les devises du Bénin qui sont dans le compte d'opération. Mhm. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest CFA, le poids de la Côte d'Ivoire est tel que, d'une certaine manière, les autres n'ont pas grand-chose à dire. C'est la Côte d'Ivoire qui détient la plus grande partie des devises et des ressources. Et tout le monde s'accorde à dire que si la Côte d'Ivoire seule sortait du franc CFA, elle s'en sortirait encore mieux. Le problème, c'est que cette sortie doit être coordonnée Mhm. à l'ensemble des États ouest-africains, Mhm. et que la Côte d'Ivoire, bien qu'étant une terreur aux yeux des autres États francophones, est un nain, et je pèse mes mots, par rapport au Nigeria. Donc Mhm. rien ne peut se faire sans le Nigeria, et c'est ce pays-là qui, à mon sens, doit être écouté. Maintenant, il y a d'autres éléments en suspens dans cette affaire, notamment la question de la demande du Maroc de rentrer dans la CEDEAO. On sait que le Maroc a aussi un poids économique qui n'est pas négligeable, Mhm. une capacité industrielle et monétaire qui n'est pas négligeable, et que le Maroc sert plutôt généralement
avec la Côte d'Ivoire et le Gabon, les intérêts français. Donc, il y a sans doute aussi des équilibres géopolitiques qui sont interrogés, qui sont analysés. Et on peut penser que la capacité qu'a eu le Nigeria à résister à Boko Haram est ce qui lui permet aussi aujourd'hui de tenir tête d'un point de vue économique. Parce qu'il faut bien comprendre que la question du terrorisme est un élément qui s'appuie sur l'insécurité économique. Tout à fait. Nous sommes dans une situation où l'insécurité économique est le facteur qui permet aux États occidentaux d'imposer des réformes monétaires, d'imposer des politiques autour de la question de la dette et donc de désolidariser les États africains les uns des autres. Or, le Nigeria est en train d'afficher et sa souveraineté militaire et sa souveraineté monétaire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui doit être soutenu dans une perspective panafricaine et panafricaniste. Alors, vous parlez effectivement de Boko Haram, de la lutte contre le terrorisme. Vous-même, vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelait Africa Unite. Dans votre ouvrage, vous avez longuement évoqué la question de Boko Haram qui sévit un peu partout en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, un pays, le Tchad notamment, dont l'armée est considérée du point de vue Paris guerrière. Et vous évoquez tout à l'heure que le poids militaire du Nigeria, les poids économiques, les poids financiers du Nigeria auraient dû servir à éradiquer cette menace terroriste. Du côté de Bruxelles, du côté de Bruxelles et de Paris, on a l'impression que tout repose sur Idriss Déby, qui fait, on dirait, un chantage à l'égard de la communauté internationale. Récemment, il avait menacé de retirer ses troupes du Sahel. Est-ce que ce n'est pas un pied de nez aux Occidentaux, ce n'est pas aussi un affront également au G5 Sahel qui a été constitué à Pau, je m'en souviens très bien, au mois de janvier dernier? Écoutez, le Tchad d'Idriss Déby a, je dirais, sa propre ligne politique, d'une certaine manière, y compris d'un point de vue militaire, puisque la survie interne du régime est liée à la capacité du régime à intervenir à gauche, à droite en Afrique, à servir de gendarme aux Occidentaux, notamment aux Français, mais également aux Américains qui sont installés au Niger avec la base de drones. Tout à fait. Donc il y a, je dirais, une forme de chantage, effectivement, de la part du régime tchadien, qui est lié, je dirais, à sa situation économique. On sait que le Tchad a régulièrement demandé au FMI ou à d'autres acteurs des allègements de dette ou la capacité ou de dette pour payer les fonctionnaires. Donc, on est dans une situation précisément où cette question d'insécurité économique renforce la capacité d'un régime comme celui du Tchad à utiliser l'argent décaissé, non pas pour développer le pays, mais pour acheter des armes et poursuivre une politique militaire qui lui permet d'être bien vu par les acteurs qui visent combattre le terrorisme en Afrique. Donc on est sur cette question de l'insécurité économique au cœur de toute cette problématique de la géopolitique de la guerre en Afrique. Et je pense que le Covid-19 vient s'ajouter en apportant peut-être une autre dimension à cette guerre dont pour le moment l'Afrique est un peu épargnée. Je pense que l'affrontement géopolitique le plus important reste quand même entre la Chine et les États-Unis. Mais on sait que la Chine et les États-Unis sont en train de faire du continent africain leur terrain de bataille. Donc il ne faudrait pas que le Covid-19 soit justement le prétexte pour renforcer ces confrontations entre la Chine et les États-Unis sur le sol africain, avec en sous-main donc les traditionnelles puissances néocoloniales. Alors, Hamzat, de votre point de vue, en tant que aussi chercheur, vous avez vu en janvier, Macron avait réuni ses dirigeants africains. Pensez-vous pas qu'il est temps que l'Afrique harmonise une armée à dimension régionale, continentale, pour ne pas dépendre effectivement de Paris ou bien de Bruxelles, ou bien même des Nations Unies? Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, c'est un vœu qui avait été exprimé dès les années 60 par Kwame Nkrumah, qui me demandait la mise en place d'un haut commandement unifié, une armée de l'air, de terre et de la marine, plus des services de renseignement. Alors, on peut rappeler effectivement que le président Obiang est parti à Addis Abeba inaugurer le nouveau bâtiment des services de renseignement de l'Union africaine. Mais on peut s'interroger sur le fait que nous ne soyons pas aujourd'hui en capacité de mener de véritables politiques sécuritaires en huis clos.
et que nos armées soient encore formées ou dépendantes des partenaires bilatéraux ou multilatéraux. Donc ça, c'est un premier point. Un second point, c'est qu'il faut, je pense, sortir des bricolages. On voit bien que le G5 Sahel, Barkhane, la force africaine en attente, l'annonce récente de l'Union africaine lors du dernier sommet de dire qu'elle allait envoyer des hommes au Sahel, tout ça ne mène qu'à la cacophonie sécuritaire et militaire. Et donc, je pense qu'il faudrait réharmoniser un peu tout ça, faire de véritables états généraux de la sécurité et du militaire en Afrique, qui ne mènerait, je dirais, qui pourrait mener peut-être à une véritable réorientation donc des différentes politiques. On a des États qui ont des armées en capacité d'agir, qui ont des armées relativement modernes et équipées. Encore faut-il que ces armes-là ne servent pas à réprimer les populations. On a la nécessité d'avoir du renseignement, puisque aujourd'hui, les guerres se mènent sur la base du renseignement. Et donc, qui dit renseignement dit des populations formées et éduquées. Et enfin, on a la nécessité, bien évidemment, d'avoir de vraies politiques de développement qui font en sorte que les situations économiques, la fameuse insécurité économique, sanitaire ou écologique, ne conduisent pas des jeunes à prendre les armes et à s'engager dans des guerres de prédation qui affaiblissent de plus en plus nos États. L'Afrique est extrêmement riche, elle finance le monde, elle est malheureusement paupérisée et appauvrie parce que beaucoup de gens se servent sur elle. Et la question du marché de l'armement mondial est à mettre en avant et de manière critique, en soulignant encore une fois les limites et les inconséquences de l'Union africaine, qui a décidé de faire de l'année 2020 l'année où on va faire taire les armes. C'est le fameux mot d'ordre Silencing Guns. Mais dans les faits, on voit bien que c'est quelque part peut-être davantage le Covid-19 qui ferait taire les armes. Mais encore faut-il se méfier parce que je pense que beaucoup de choses sont en train de se tramer dans l'ombre. Hamzat Boukari, vous évoquez le cas de l'Union africaine, vous évoquez également le Covid-19. Je voudrais vous demander par rapport à la Chine qui a infligé ces derniers temps de comportements racistes à l'égard des Africains vivant en Chine. On n'a pas entendu la position continentale, notamment celle de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez, le fait que chaque pays, on a entendu la réaction des anglophones, on n'a pas entendu la réaction des pays francophones, on n'a pas vu les pays africains manifester le rapatriement de leurs ressortissants. Est-ce que c'est une faiblesse de cette organisation continentale? Bon, l'Union africaine a des problèmes de communication. Elle a des problèmes de communication. Elle est très peu visible là où il faut l'être. Elle n'a pas d'agence en Chine, à ma connaissance. Donc là aussi, c'est une problématique. C'est-à-dire que quand vous voulez protéger une population, une diaspora, en général, il faut avoir des forces sur place. L'armée française protège les Français en Afrique. Tout à fait. Il n'y a pas d'armée africaine qui protège les Africains en France ou en Chine, mais peut-être qu'il le faudrait. Je pense qu'il le faudrait. Au moment des indépendances, plusieurs chefs d'État l'avaient demandé. Ils avaient demandé à ce qu'il y ait des troupes africaines stationnées aux États-Unis, en Europe et en Chine, et que ce soit une forme de réciprocité. Et donc, je pense que puisque nous sommes aussi dans le jeu des relations internationales, c'est la question de la réciprocité qui doit se poser. Il n'est pas normal, effectivement, que nos instances soient silencieuses et qu'elles conduisent nos populations africaines à tenter plus ou moins de se faire justice par elles-mêmes en allant incendier les commerces des Chinois ou en allant frapper des Chinois. Je pense que certes, on peut être dans des logiques de loi du talion, mais qu'il y a une responsabilité des États, donc de l'État chinois d'une part, et des États africains ou de l'Union africaine d'autre part, de faire en sorte que ce type de comportement, ce type de choses ne se répète plus. Il y a aussi la nécessité peut-être d'imposer des ultimatums ou des sanctions. Voilà, pendant un certain temps, la Chine a gagné des contrats en Afrique en jouant sur le fait que elle n'était pas raciste, elle était solidaire avec nous, etc., au contraire des Occidentaux.
On a même certains chefs d'État africains qui, sous le manteau, ont annoncé qu'ils préféraient la Chine à l'Occident parce qu'il n'y avait pas ce passé colonialiste et raciste. Donc peut-être qu'il faudra élargir les critères, comment dire, également à la Chine et comprendre qu'il faudrait davantage que nous nous privilégions nous-mêmes et que nous mettions en place, je dirais, des vraies politiques de solidarité entre Africains. L'ambassadeur du Nigeria en Chine est intervenu. Je crois qu'il y a une vidéo de lui qui circule. Il a rétabli les choses, il a récupéré les passeports de ses ressortissants. Là encore, le Nigeria est une puissance qui peut parler à la Chine, qui peut parler à la Corée du Nord ou à la Corée du Sud, qui peut parler aux Occidentaux parce qu'il y a une dimension de puissance démographique. Donc là aussi, c'est un élément sur lequel il faut travailler encore et encore. Merci Hamza Boukari Yabara. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste de l'Afrique. Vous êtes également titulaire d'un doctorat en civilisation de l'Afrique obtenu à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes panafricaniste. Vous militez pour la souveraineté de l'Afrique. Hamza, quel sera en fait en fin de cette émission vos derniers conseils, vos dernières recommandations face à Covid-19, aussi bien à la diaspora africaine, tout comme pour le continent africain, pour que les gens puissent se préserver? Les recommandations, bon, il y a la nécessité classique de tenir compte des fameuses barrières des recommandations sur les barrières sociales, les distances sociales et autres, donc se laver les mains, etc., la propreté. Et puis aussi repenser notre alimentation, notre mode de vie, prendre le temps d'appeler les anciens, parce que malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux à partir, et je trouve que c'est un peu dommageable d'entendre des intellectuels africains ou des personnalités africaines dire que le Covid-19 n'est pas grave parce que ça ne touche que les vieux. Je pense qu'il y a aussi dans nos sociétés africaines une manière de traiter les anciens qui n'est pas celle qu'on retrouve en Occident avec la crise des EHPAD, où on met les personnes âgées dans des maisons de retraite qui sont quasiment des mouroirs. Donc, il faut que nous ayons, je dirais, une capacité à garder notre humanité, notre dignité et surtout à reconquérir davantage de respect, de souveraineté. Donc, il faut garder cette vigilance, ne pas tomber non plus dans la psychose ou la paranoïa par rapport aux problématiques dites des vaccins et faire en sorte que l'Afrique puisse sortir renforcée de cette épreuve et qu'on prenne également ce temps qui nous est donné pour nous réorganiser, pour penser à nous-mêmes pour nous-mêmes et regarder un peu ce que cette pandémie a fait. Elle a conduit beaucoup d'Occidentaux à fuir le continent africain. Donc, il faudra aussi se rappeler de qui sont nos véritables amis, qui sont ceux qui ont accepté de rester en Afrique et qui sont ceux qui ont fui à la première menace d'une pandémie qui est beaucoup plus présente ici en Occident qu'en Afrique. Il faudra également regarder la manière dont beaucoup d'États on a fermé les églises, les mosquées, etc. Et donc s'interroger également sur la manière dont ces lieux doivent être repensés comme des lieux d'éducation, de conscientisation et non pas d'aliénation. Pendant des années et des années, on a des pasteurs qui disent qu'ils vont ressusciter les morts, qu'ils vont guérir les morts, etc. Bon, on voit bien que par rapport à une pandémie ou un virus, ils ne sont pas là. Et enfin, s'interroger effectivement sur les questions de révolution, de potentialité révolutionnaire qui peuvent sortir de cette situation-là sur le continent et dans la diaspora, où dans la diaspora, beaucoup de populations d'origine africaine sont touchées parce qu'elles occupent les métiers à risque. Et ces métiers à risque sont précisément les métiers indispensables au système occidental. Donc, cette pandémie nous montre encore une fois à quel point nous sommes indispensables à ce système qui paradoxalement nous opprime, que si nous prenons conscience de notre force, de notre unité, eh bien, nous serons en capacité, je dirais, de bloquer ce système et de réorienter le rapport de force pour que l'Europe ne refasse pas, entre guillemets, sa santé sur l'Afrique, mais pour que la santé de l'Afrique, la vitalité de l'Afrique puisse être celle qui nous permettra de nous tenir debout demain. Donc, ce sont ces quelques mots que je voulais partager avec des
des auditeurs et auditrices. Merci Hamzat Boukari Yabara. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste de l'Afrique. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle Africa United. Merci d'être venu. Merci. Je rappelle également que cette émission a été réalisée grâce au partenariat de la chaîne Ziana TV. Merci à Cyril Makosso, merci Hamzat et à très prochainement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis un peu partout dans le monde. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.